Bonjour à tous, mon invité ce matin est député de la France Insoumise du Nord. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Christophe Jacubizine. Alors les retraites, on n'y comprend plus rien, disait Pascal de la Tour du Pin. Est-ce qu'on n'y comprend plus rien? Est-ce que vous suspectez le gouvernement de vouloir en fait directement allonger l'âge du départ à la retraite? Oh oui, on peut le penser. En réalité, le gouvernement lance plusieurs ballons d'essai. Rappelez-vous que sur la question des retraites, au départ, il avait été dit que ce serait le grand sujet avant les élections européennes. Puis on comprend pourquoi, ils ont décidé de le reculer après les élections européennes, mais déjà ils testent un peu leurs recettes. Quel est l'objectif du gouvernement? C'est de passer du système de retraite que nous avons aujourd'hui à un système de retraite par points qui voudrait que tout le monde parte d'une même ligne de départ, cumule des points tout au long de sa carrière et en fin de carrière convertisse la besace de points avec un coefficient de conversion en pension de retraite. Et le gouvernement dit que c'est plus juste parce que comme vous venez de le décrire, tout le monde serait traité de la même manière. Je vais vous expliquer pourquoi justement ça ne l'est pas. Parce que notamment dans la valeur du coefficient qui détermine ensuite votre niveau de pension, parmi les pistes évoquées, il y a le fait de dire le coefficient sera fonction de l'espérance de vie de la génération en cours. La réalité, Christophe Jacubizine, c'est qu'au sein même d'une même génération, il y a une espérance de vie qui diffère selon que vous soyez un cadre, par exemple, ou un ouvrier de 13 années. Donc ça n'est pas plus égalitaire. Surtout, je mets en garde sur une chose, c'est que la capacité va être réelle de diminuer la valeur du point chaque année et donc, en fin de course, de diminuer la valeur des pensions. D'autant que vous ne pourrez pas anticiper à l'avance quel sera le montant de votre pension de retraite. C'est pour ça que Agnès Buzyn, dimanche, au grand jury RTL-LCI Le Figaro, disait justement, parce qu'on sait que bientôt 2 actifs vont devoir financer un retraité, eh bien, allongeons l'âge de départ à la retraite, comme ça au moins il y aura plus d'actifs pour financer les retraités et on ne baissera pas les pensions. C'est une mauvaise idée. D'abord, souvent ce raisonnement, il s'appuie sur le fait, souvent répété par les membres du gouvernement, que comme on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. La vérité, c'est que idiot comme remarque. Mais la vérité, c'est que ces gens-là oublient de vous dire que si l'on vit plus longtemps, c'est précisément parce que la durée du travail s'est diminuée dans la vie, parce que la médecine dans la a fait des semaine. progrès. Pas seulement, Christophe Jacqueline, je vous demande de regarder. À chaque fois que la durée du temps de travail dans la semaine ou dans la vie par l'âge de départ à la retraite a reculé, l'espérance de vie a augmenté. Est-ce que l'espérance de vie elle est plus faible chez nos voisins européens qui partent plus tard à la retraite? Il faudrait regarder, mais en réalité, on voit. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un lien de causalité directe entre la diminution du temps de travail et l'espérance de vie. Qui plus est, même si M. Delevoye dit on maintient l'âge légal de départ, la réalité, vous le savez comme moi, c'est que même si l'âge légal de départ n'est pas modifié, si vous arrivez à cet âge légal et que votre niveau de pension est ridicule, vous allez bien évidemment, pour pouvoir maintenir votre niveau de revenu, être encouragé à continuer à travailler. La retraite par point, moi je vous le dis, c'est le travail sans fin. Mais votre solution, c'est quoi? C'est on augmente les cotisations pour assurer une bonne pension aux retraités? Mais regardons précisément. Aujourd'hui, si vous augmentez les salaires de 1%, par exemple, vous avez à peu près 2,5 milliards de cotisations en plus. Donc quand nous proposons, par exemple, la hausse du SMIC et le fait d'augmenter les salaires, qui plus est, c'est vertueux pour l'économie parce que ceux qui gagnent un peu de salaire ne vont pas aller faire d'État avec, mais vont consommer, ce qui va relancer l'activité. Mais qui plus est, ça bénéficie au financement des retraites. Autre exemple, si vous créez 100 000 emplois aujourd'hui, on peut estimer que vous avez à peu près 1,3 milliard de cotisations supplémentaires. Parce qu'on est en sous-régime qu'on n'arrive pas à financer. Mais évidemment, vous savez, dans l'économie, tout est lié. Si vous augmentez un peu les salaires, vous relancez la machine. Si vous créez de l'activité, enfin aujourd'hui, regardez, on parlait à l'instant, j'entendais sur votre plateau précédent, de chômage. Il y a aujourd'hui dans ce pays une véritable pénurie d'activité. Il faut oser le terme. Il y a en moyenne un emploi à temps plein non pourvu pour 40 chômeurs. Alors qu'il y a 8,8% de chômage. Ça montre bien qu'il y a un problème de création d'activité, que nous avons une hyper-financiarisation de l'économie qui empêche la machine de repartir. Et moi, je serais plutôt soucieux qu'on relance l'activité sur d'autres bases. Et par exemple, la question climatique, la planification écologique devrait le permettre. Alors, on va évidemment parler de cette question climatique avec ces manifs pour le climat, mais je voudrais quand même qu'on revienne avant sur les violences du week-end dernier, les Gilets jaunes. J'ai une question. Est-ce que vous êtes indulgent à l'égard des Gilets jaunes? Est-ce que vous êtes complice des Gilets jaunes? La France Insoumise. Je ne suis complice des Gilets jaunes. En tout cas, moi, je soutiens ce mouvement dans la mesure où j'estime que les revendications, les mots d'ordre qu'il a mis en circulation sont extrêmement positifs. Après, j'ai eu l'occasion de dire, et je redis sur votre plateau, que je ne suis pas d'accord avec les violences. Je suis opposé aux stratégies de violence en politique, d'abord pour une raison qui n'est pas sur le terrain de la morale, mais qui est stratégique. C'est que je considère que ces images et ces casses, ces violences urbaines, rabougrissent le mouvement et le rendent invisible. La vérité, c'est que pour avoir un rapport de force qui permette de mettre le gouvernement devant ses responsabilités sur le fond, il nous faut des manifestations de masse qui se passent pacifiquement et qui permettent à tout le monde de venir sans se soucier de sa sécurité. Donc je regrette aussi une chose, c'est que vous savez, cette situation regrettable, bien évidemment,
il y a les casseurs qui sont identifiés. On se pose d'ailleurs la question de savoir pourquoi le gouvernement ne parvient pas à les neutraliser. Oui, et puis vous avez des gilets jaunes qui manifestent depuis plusieurs mois. Et je m'inquiète de voir que certains finissent par impatience, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils n'ont pas de réponse politique, par considérer que la violence serait une solution. Mais la responsabilité de cette affaire, elle incombe directement au gouvernement, qui a choisi depuis 14 semaines la stratégie du pourrissement et qui préfère la réponse exclusivement sécuritaire plutôt que de parler du fond. Alors on va voir ces différents points, parce que vous avez soulevé plein de questions intéressantes. On va d'abord écouter le Premier ministre, il y a 2 jours, qui justement évoquait une forme de complicité de ceux qui soutenaient les Gilets jaunes. On l'écoute. Un certain nombre de personnalités, et je mets personnalités entre guillemets, ont encouragé et légitimé les violences et continuent à le faire sans vergogne. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de saisir systématiquement la justice à leur encontre en utilisant les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale. Adrien Quatennens, est-ce que vous vous sentez visé par ce qu'il Premier ministre ? Est-ce que certains leaders de la France insoumise, peut-être plus virulents que vous, peuvent se sentir visés et peuvent être inquiets du fait que le Premier ministre demande au préfet, au nom de l'article 40, peut-être d'incriminer ceux qui soutiennent les casseurs et les gilets jaunes ? Absolument pas. Pour la raison que la France insoumise est une force politique républicaine qui a toujours signifié haut et fort, à l'écrit comme à l'oral, qu'elle était opposée aux stratégies violentes et qui a toujours dit qu'elle souhaitait des mobilisations pacifiques. Et même d'ailleurs, je vais vous le dire, qui quand elle participe à des mobilisations est plutôt garante du fait que ça se passe avec bien. Votre service d'ordre de sécurité. Effectivement. Maintenant, je veux dire qu'il est temps pour le pays de sortir de l'impasse dans laquelle le gouvernement l'a conduit. Parce qu'en choisissant la stratégie du pourrissement au moment où montait dans le pays au tout début une colère qui était tournée sur la question de la vie chère, le gouvernement nous a mis dans cette situation. Et aujourd'hui, le grand débat national, dont on voit d'ailleurs bien le succès plus que limité, parce qu'on a à peu près 160 000 contributeurs, même si il glosse sur le nombre de contributions, c'est très peu. C'est 1 à 2% des Français, on a regardé. C'est absolument rien, sans compter que les tirés au sort pour y participer disent on ne veut pas y participer. Pourquoi ? Ils devraient s'interroger. Pourquoi est-ce un échec ? Parce que dès le départ, Emmanuel Macron avait dit que ça ne changerait pas le cap présidentiel et que les grandes trajectoires ne seraient pas mises en cause. Il promet des mesures fortes, le président, maintenant. J'attends de voir. Mais il promet des mesures fortes, mais regardez un peu la provocation. Alors que, au-delà même des gilets jaunes, parce que vous le savez ça, Christophe Jacubizine, avec ou sans gilets jaunes, avec ou sans participation à des manifestations, avec ou sans violence d'ailleurs, la majorité des Français sont d'accord avec les problèmes soulevés par les Gilets jaunes, sont d'accord avec la plupart des revendications. Vous le savez, vous, que les Français sont d'accord pour rétablir l'ISF dans leur grande majorité. Vous le savez aussi qu'ils sont d'accord avec l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Vous avez été amené à commenter ces enquêtes d'opinion. Pourquoi, encore une fois, Emmanuel Macron balaie ça d'un revers de la main ? De la même manière, lorsqu'il y a vendredi des marches climat à travers tout le pays, tenues notamment par la jeunesse, au sein de l'hémicycle, la majorité parlementaire voter pour poursuivre l'exportation des pesticides. Est-ce une provocation ? Pendant 3 ans. Il y a une rupture aujourd'hui entre la représentation politique et le peuple français. Alors, bien évidemment, ces violences sont à déplorer, mais elles ne doivent pas permettre de faire diversion. Je voudrais que le gouvernement soit au pied du mur de devoir répondre sur le fond. Voilà ce qui est en cause aujourd'hui. Alors, je vais vous faire écouter ce que disait Marine Le Pen hier chez nos confrères de RFI. On écoute tout de suite Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a des gilets jaunes qui se sont radicalisés ? Oui. Réponse non. Oui. Mais bien sûr que oui. Oui. Ils se sont radicalisés parce que 18 fois de suite, ils n'ont aucune écoute de la part du pouvoir politique et aucune réponse à leur souffrance. On ne répond pas à la souffrance d'un peuple par une réponse policière. Au fond, tout à l'heure, vous m'avez dit la même chose. Quelle est cette astuce qui consiste Non, à c'est pas une dire astuce, que la je vous France promets. Non, non, insoumise... vous dites elle dit, est-ce que les gilets jaunes sont radicalisés parce qu'il n'y a eu aucune écoute du gouvernement et on ne répond pas à leur demande par des violences policières. C'est très bien, mais qui peut raisonnablement penser que Marine Le Pen est davantage à la hauteur pour y répondre ? Alors que la plupart des personnes qui se sont mobilisées réclament une hausse de leurs revenus, notamment par la hausse des salaires, cette femme court les plateaux télé pour dire qu'elle est opposée à la hausse du SMIC. Elle est opposée au fait qu'on refonde notre modèle fiscal. Elle ne veut pas supprimer les niches fiscales, par exemple. Donc Marine Le Pen fait du bruit avec sa bouche sur beaucoup de plateaux, mais en réalité, elle est inconséquente en matière de propositions. D'ailleurs, observez par exemple qu'au Parlement européen, quand il s'agit de voter sur des sujets sur lesquels ils sont très en pointe dans les médias, eh bien parfois ils s'absentent, notamment quand il était question de voter sur les traités de libre-échange. Elle posait votre question, mais elle a les mauvaises réponses. Marine Le Pen est dans une stratégie de la communication permanente, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'être conséquent, et je vous le dis, qui plus est, cette situation, le moment que nous vivons,
je l'ai dit hier en question d'actualité au gouvernement, est un moment qui fait une injonction à changer de modèle. Parce que quand vous regardez, qu'il soit question du climat ou de l'urgence sociale, les mots d'ordre ne sont pas des mots d'ordre qui nécessitent quelques petits changements à la marge. C'est un modèle économique à ses fondements qui est mis en cause. Et plutôt que de considérer cela comme une menace, il faut le considérer comme une opportunité. Vous devez savoir que on n'a plus tout le temps devant nous pour changer ce modèle. Et que, en plus, la France en a les capacités, elle peut le faire. On va en parler dans un instant. Encore une chose sur les gilets jaunes. Parlons vraiment de ce que vous ressentez. Il y a ces images des gilets jaunes, ce sont des gilets jaunes, hein, pas des casseurs, qui se sont photographiés, qui ont fait des selfies devant le Fouquet's détruit. Ça dit quoi de notre pays? Et est-ce que vous comprenez qu'au fond, ça puisse être un trophée, le Fouquet's? Est-ce que c'est normal d'avoir cette haine de classe entre Français? Mais elle s'explique. Elle ne s'excuse pas, mais elle s'explique. Il y a des arguments qui permettent de vérifier que ce que les gens ressentent après toutes ces semaines de conflits avec finalement peu de réponses politiques, le fait que sur l'essentiel des revendications, le gouvernement balaye d'un revers de la main, il y a une impatience. Maintenant, moi, je vous redis, je pense avoir été clair, que je ne suis pas d'accord avec ces stratégies de la violence, parce que même quand il s'agit du Fouquet's, fût-il un symbole, il y a là-dedans sans doute des gens qui ont le cœur gilet jaune, des travailleurs qui peut-être sont des serveurs dans cet établissement, que sais-je. Bref, ça n'est pas une bonne solution. Donc c'est un peu un comportement idiot? Mais bien évidemment, je considère que ça n'est pas du tout une bonne idée. Et je pense véritablement, c'est à eux d'en décider, mais mon avis, c'est que ça rabougrit le mouvement. Et qu'on a besoin de faire la démonstration d'un rapport de force pacifique. D'ailleurs, je pense que ça fait plutôt les affaires du gouvernement. Soyons clairs, pendant que l'on parle des vitrines cassées, on ne parle pas du fond. Et du coup, Édouard Philippe se sent autorisé à venir devant nous tous pour dire que ces solutions sont des solutions exclusivement sécuritaires, alors qu'il devrait plutôt répondre sur oui ou non. Est-il temps de faire en sorte que l'effort soit mieux réparti entre tous? Allons-nous, oui ou non, refonder notre modèle fiscal? Allons-nous, oui ou non, s'occuper véritablement du changement climatique et de relancer l'activité du pays? Voilà les vraies questions auxquelles ce gouvernement ne veut pas répondre, puisqu'il fait diversion depuis le début du conflit. Alors la réponse du ministre de l'Intérieur, c'était notamment hier devant la commission d'enquête du Sénat. Écoutez comment Christophe Castaner explique la suite. Et la responsabilité du maintien de l'ordre public relève du préfet de police. Des décisions ont été prises au sein de la préfecture de police qui manifestement ne sont pas remontées au préfet de police, et c'est un dysfonctionnement grave. C'est la raison pour laquelle, sans remettre en cause l'homme, nous avons souhaité qu'il y ait une reprise du management au sein de la préfecture de police. Il ne s'agit pas de remettre la main, mais de faire en sorte que ce défaut de management que nous avons connu samedi dernier et dans la préparation de samedi dernier soit réglé. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est vraiment utiliser un fusible pour se disculper soi-même, ou est-ce qu'il a raison? Cette équipe est à la ramasse. Voilà. Et en République, il y a des responsabilités politiques. Et en ce qui concerne le maintien de l'ordre, la responsabilité politique, elle incombe directement au ministre de l'Intérieur, qui depuis le début de ce conflit a fait le choix des tensions, de la répression, a refusé de voir que, même si c'est vrai, il y a des violences chaque semaine du côté des manifestations, il y a également eu beaucoup de blessés côté manifestants. Il y a eu, vous avez vu, cette mise en cause du Conseil de l'Europe et de l'ONU sur le fait que la France utilise des armes de guerre contre des civils, des emplois qu'on peut juger abusifs des LBD. Vous avez vu tous ces chiffres absolument ahurissants. Déjà, la responsabilité de Christophe Castaner a été mise en cause. Mais les policiers ont bien fait de s'abstenir d'utiliser LBD, ou est-ce qu'ils doivent, on va le faire samedi prochain, utiliser massivement? Se sont-ils véritablement abstenus de les utiliser? J'ai observé que ce week-end encore, il y a eu de nouvelles fois des blessés. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il y a eu des instructions oui, sous le préfet pour ne moins utiliser les LBD. Bien évidemment. Le résultat est le suivant, c'est qu'alors que c'est sa responsabilité comme ministre de l'Intérieur, il fait sauter des fusils dans la hiérarchie policière. Je crois que ce n'est pas le comportement digne d'un homme d'État et d'un chef qu'il est censé être. Christophe Castaner doit assumer ses responsabilités, et s'il veut se conduire en homme d'État, sa responsabilité aurait dû lui dicter de présenter sa démission au président de la République. Voilà ce qu'il devrait faire aujourd'hui, plutôt que de se défausser bassement comme il le fait avec les différentes strates de la hiérarchie policière. Comment on se sort du grand débat et plus généralement de cette crise? Est-ce que vous souhaitez toujours une élection législative anticipée, par exemple? Écoutez, je crois clairement qu'aujourd'hui, dans la mesure où le président de la République a dit dès l'entrée en matière de ce grand débat qu'il ne serait pas en mesure de changer le cap présidentiel. La vérité, c'est qu'avec ce grand débat national, Emmanuel Macron a cherché à gagner du temps pour lui, mais en cherchant à gagner du temps pour lui, il en a fait perdre, de mon point de vue, à tout le pays. Parce que les propositions qui étaient sur la table avant le grand débat sont toujours sur la table à l'issue du grand débat. Donc,
comment on se sort de la situation? Effectivement, quand il y a un tel conflit de légitimité entre la représentation nationale qui vote d'une façon et un pays qui, par-delà les manifestations d'ailleurs, réclame certaines choses en termes de revendications, normalement, pacifiquement, en républicain, ce que nous devons faire, c'est de retourner aux urnes et de trancher cette question par le vote, effectivement. Éventuellement, ce qui aurait été possible de faire, c'est un grand débat qui soit véritablement conséquent. Et donc un grand débat, que j'appelle de mes voeux, un débat constituant, qui fasse en sorte que le peuple se retrouve autour de la table. La 6e République, que vous Évidemment, mais je pense que, vous savez, c'est pas folklorique cette affaire. Je crois qu'au point où nous en sommes, c'est absolument nécessaire de se dire, compte tenu de la situation, compte tenu de ce que l'on voit dans le pays, compte tenu de l'abstention considérable, de la défiance qu'il y a entre la représentation politique et le peuple français, c'est le moment de prendre le temps de se remettre autour de la table et de discuter de quels droits on se reconnaît les uns les autres, quelles règles institutionnelles on se donne pour avoir un contrat qui nous permette de refaire peuple tous ensemble. Et quel modèle de développement on propose? On a vu samedi 10 fois plus de manifestants dans les rues que les Gilets jaunes avec cette marche pour le climat. La veille aussi, les lycéens s'étaient mobilisés dans toute la France, 10 fois plus nombreux, mais pas 10 fois plus de bruit dans les médias. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Est-ce que finalement, c'est plutôt les Gilets jaunes qu'il faut regarder ou plutôt la jeunesse et les Français qui se mobilisent pour le climat? Mais d'abord, il ne faut pas opposer les deux parce que de manière très claire, et les mots d'ordre mis en circulation le disent, c'est que qu'il s'agisse de la fin du monde ou de la fin du mois, ce sont les mêmes responsables qui sont mis en cause. Et vous croyez que c'est les mêmes manifestants? Bah écoutez, moi par exemple, je me trouvais à Lille et il y avait la jonction entre les Gilets jaunes et les marches climat. Donc il ne faut pas les opposer juste parce qu'il y a quelques images qu'on a pu voir sur les Champs-Élysées. Dans la plupart des villes de France, les deux se sont regroupés. Vous croyez que ce sont vos électeurs aussi, potentiellement? Mais la question ne se pose pas en ces termes. Enfin, on serait vraiment mal inspiré de faire de la politique politicienne face à une telle mobilisation. Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous leur proposez des choses? Alors évidemment, moi j'ai observé d'ailleurs les choses, c'est que les pancartes notamment et les revendications de la jeunesse par rapport au climat, c'est pas juste verdir un peu le programme libéral d'Emmanuel Macron, c'est pas juste l'environnement, c'est important. Regardez bien les pancartes. C'est un système économique à ses fondements qui est mis en cause. Parce que la question qu'il faut trancher aussi dans le débat climatique, c'est oui ou non, compte tenu de l'urgence climatique et de l'urgence temporelle. Parce que je l'ai dit, le GIEC nous dit, vous avez 12 ans pour changer de modèle. Ouais. Après, c'est trop tard. 12 ans après, c'est trop tard. Pas pour verdir un peu comme le fait Emmanuel Macron, interdire les touillettes en plastique ou que sais-je. Pour changer de modèle économique, pour faire en sorte que la règle au-dessus de tout, c'est pas produire moins cher pour le vendre, c'est faire en sorte qu'on ne prenne pas davantage à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Mais on peut le faire nous, avec la règle verte. Français ou nous Européens, si le reste du monde n'en a rien à faire. Mais Christophe Jacubizine, la question qui se pose, c'est pas est-ce qu'on peut le faire. D'abord, oui, on peut parce que les compétences techniques, les savoir-faire scientifiques existent. Il manque plus que la volonté politique et les moyens financiers. C'est clair que là, les Français se disent on ne va pas inverser les 12 ans si le reste du monde, les Chinois, les Indiens, les Américains, ne font pas comme nous. La France, ce qu'elle fait, est observée à l'échelle de l'Union européenne et est méditée à travers le monde entier. Si la France décide d'ouvrir la voie sur cette question, elle sera suivie. De toute façon, nous n'allons pas avoir le choix. Christophe Jacubizine, aujourd'hui, nous en sommes à cette époque où dans notre pays, l'air que l'on respire tue. D'accord ? L'air que vous respirez, 67 000 décès prématurés par an. De la même manière, ce que vous mangez vous empoisonne. N'y a-t-il pas un modèle qui marche sur la tête ? Est-ce que l'on ne peut pas faire autrement? Si, je le crois. D'ailleurs, il y a plein d'initiatives à travers le pays qui le prouvent. Il y a des agriculteurs qui se passent très bien des pesticides, pour autant que la plupart du modèle agricole aujourd'hui soit hyper dépendant. On peut faire autrement. Et je vais même vous dire une chose, c'est qu'au-delà du défi qui est à solder, qui met en cause la pérennité de la vie humaine sur Terre, même si je prenais l'affaire climatique sous le prisme macroniste de l'économie uniquement, je crois que c'est une formidable opportunité de relance de l'activité. Parce qu'imaginez bien que changer de modèle énergétique, changer de modèle agricole, appeler à faire en sorte que la règle verte soit respectée, c'est un propulsif pour toute l'activité. Et admettez que c'est plus enthousiasmant que demander au pays de se lever pour faire la compétition généralisée dépourvue de sens. Voilà ce que nous devons faire. Nous pouvons le faire, même si, je dois le dire, les traités actuels de l'Union européenne nous en empêchent. Par exemple, par le fait qu'il faut investir beaucoup d'argent. Le GIEC dit c'est 2100 milliards d'investissements à l'échelle de la planète. Eh bien, dans le cadre des traités actuels et de la règle des 3% de déficit, nous ne pouvons pas le faire. Voilà aussi pourquoi le débat des européennes sera essentiel pour savoir qui sont les écologistes conséquents. Je vous réinviterai pour parler de l'Europe. Merci beaucoup, Adrien Quatennens.